puisque vous êtes là, Julien et Edgar. L'autre méga affiche du soir, c'était évidemment Liverpool-Real. Et Julien, c'est le réveil de Liverpool ce soir. Ouais, la meilleure performance de la saison, je pense. On avait déjà vu du mieux contre Aston Villa. On l'avait raconté ce week-end. On l'avait raconté un petit peu lundi soir avec les drôles de dames. Ce soir, c'était vraiment bien. Encore une fois, avec le milieu de la saison dernière, Szoboszlai, Gravenberch et McAllister. Alors cette fois, Wirtz était titulaire. C'était pas le cas contre Aston Villa, mais il a joué dans un rôle un peu plus haut, une fois à droite, une fois à gauche, une fois dans l'axe. Il a bien défendu. Je pense qu'il a apporté ce que Slot voulait qu'il apporte. Mais c'est vrai que collectivement, il y a beaucoup plus d'équilibre par rapport à ce qu'on avait pu voir en début de saison, par exemple, où ils encaissaient beaucoup de buts. C'est quand même la deuxième fois d'affilée où il y a une clean sheet. Donc, tu n'encaisses pas de buts contre Villa, contre le Real Madrid aujourd'hui, où finalement, tu concèdes même très peu d'occasions. Il y a la frappe de Bellingham à la fin de la première période, mais c'est vraiment tout ce que Mamardashvili a eu à faire. Et de l'autre côté, si Courtois sort pas un match de fou, ça peut facilement finir à 2-0 ou 3-0. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment encourageant avant d'aller notamment. Tu veux dire que le renouveau de Liverpool est en train de passer par une recette connue, c'est-à-dire une recette qui était celle de l'année dernière quand ça fonctionnait très bien et que, en dehors de ce coup d'arrêt brutal, mais après tout qui ne s'est joué que lors d'une séance de pénaux, de ce coup d'arrêt contre le PSG. Qui a un peu foutu la saison pas en l'air puisqu'ils ont quand même terminé champions. Mais on va dire on a ressorti les vieilles recettes. Ouais, c'est ça. Mais souvent, Daniel, quand. Non, mais parce que je dis ça parce qu'on avait un peu le débat tout à l'heure avec Manu sur le PSG. Il fallait faire un gros mercato, machin, c'est ça. Moi, je suis contre cette idée. Les équipes de clubs, quand elles ont des résultats, c'est avec des automatismes, des hiérarchies, des schémas en place, des joueurs qui sont en confiance et pas en changeant sans arrêt et en recrutant, en prenant 3 mecs pour le même poste, en dépensant forcément des fortunes immenses. Enfin, tu le fais une fois quand tu construis ton équipe. Puis après, tu n'arrives pas en prenant 2 attaquants que tu mets dans les pattes de celui qui était déjà en place, plus une star qui est censée prendre la place d'un mec qui avait pas démérité. Moi, je trouve que tu fous plus le bordel dans la tête d'un entraîneur et d'une équipe qu'autre chose. Mais bon, c'est ma théorie. Ouais, c'est vrai. Et tu reviens en fait à comme tu l'as très bien dit, au repère que tu avais avant, à cette question d'équilibre, qui a été un gros problème en début de saison. Ça prenait trop de buts, c'était trop ouvert. Surtout qu'on sortait pas d'une saison, encore une fois, on sortait de quelque chose qui avait marché. Genre, être champion en première ligue, je veux dire, c'est pas anodin, quoi. Tu vois, c'est pas. T'es pas champion de Hongrie, quoi. Tu vois, t'es champion de première ligue. Après, en Ligue des Champions, ok, t'es tombé sur un os. Mais l'os, il t'a pas non plus balayé, quoi. Tu vois, c'est joué Copeno. Donc, il y avait matière quand même à construire là-dessus. Or, moi, j'ai l'impression qu'ils ont chamboulé beaucoup. Alors c'était intéressant parce que, pour finir un petit peu sur ce point-là, ils ont voulu changer aussi parce que la saison dernière, c'est vrai que par moments, ils avaient souffert contre des équipes très regroupées, très compactes, avec des blocs très bas, ce que je peux comprendre. Et comme tout le monde souffre dans ce genre de match. Oui, bien sûr, mais l'arrivée de Wirtz, elle est pour ça aussi. Ouais. Le problème, c'est que tu as peut-être voulu changer, comme tu l'as dit, un petit peu trop vite, un petit peu trop rapidement, trop de joueurs. On l'avait dit, si tu mets toutes les nouvelles recrues, ça fait quasiment la moitié de ton équipe que tu as changé chez les titulaires. Si tu mets les deux latéraux, les 2 numéros 9 et Wirtz, ça te fait 5 joueurs sur 11. Tu y es. Et peut-être qu'effectivement, ils ont pensé que ce serait plus facile que ça ne l'a été finalement de vouloir faire trop de changements. Ça ne l'est jamais de changer beaucoup de choses. Regarde le Bayern là, il y a une ossature qui était là l'année dernière, qui a également fait une très bonne saison et que je l'ai dit 1000 fois cette semaine en Ligue des Champions, ils sont tombés d'une façon un peu rocambolesque, mais il n'y avait pas de raison de beaucoup changer. Tu repartais avec eux à certaines places, ils avaient des joueurs peut-être un peu en dessous. Ils avaient parce que bon, quand tu remplaces Luis Diaz à la place de Leroy Sané, là t'es vraiment gagnant, quoi. Là, tu es vraiment gagnant et on l'a vu ce soir. Pour le Real, Edgar, que dire de la performance du soir ? Comme a dit Julien, je pense que si Thibaut Courtois n'est pas encore l'homme du match côté Real, je ne sais pas quel score aurait pu encaisser le Real Madrid, mais c'est pas la première fois ces dernières années qu'il les sauve vraiment. Et il a eu une bonne analyse à l'après-match. Il dit, je pense qu'on a fait trop de fautes autour de la surface de réparation. Et effectivement, je pense que le Real Madrid a fait trop de fautes et ils ont donné trop de cartouches à Szoboszlai. Quand t'as cette patte droite là, quand t'as ce genre de profil dans la surface qui peuvent venir te mettre une tête, évidemment
évidemment qu'au bout d'un moment, au énième coup franc, énième corner, tu vas être sanctionné. Ils ont été sanctionnés. De manière générale, j'ai l'impression que le Real a été dépassé dans les duels. Quand je vois un joueur, par exemple, comme Huysen, d'ailleurs, qui est derrière McAllister sur le duel sur le but, mais qui, de manière générale, j'ai trouvé ce soir à une intensité un petit peu mal placée. Tu vois qu'il a envie de bien faire, tu vois qu'il a des qualités, mais qu'il manque de maturité dans ses interventions. Parfois, il fait des fautes grossières, parfois, il fait des dégagements là où c'est pas nécessaire, et d'autres moments où il y a des petits manques de concentration dans la surface de réparation. Donc, j'ai l'impression que le Real était battu dans les duels, et puis offensivement, le Real a été stérile et n'a pas pu compter en fait sur ses forces habituelles des dernières semaines. Arda Güler, il était vraiment en panne d'inspiration, il était trop gentil. Il y a par exemple une séquence où il perd un ballon, après il rate une occasion dans la surface parce qu'il laisse son défenseur revenir, et après il repère un ballon sur une passe assez simple l'action d'après. Mbappé, beaucoup trop transparent, on attend plus de lui, on attend qu'il pèse sur le jeu, et à part 10 minutes où il s'est un petit peu réveillé comme le reste de l'équipe en deuxième période, on l'a pas assez vu. Et puis si je dois nommer quand même un dernier attaquant, c'est un entrant ce soir. Mais que dire de Rodrigo? Au bout d'un moment, il va falloir vraiment ouvrir son dossier, parce que il touche 16 ballons, il perd 9 ballons. J'ai compté, c'est sur les 3 premières minutes de jeu, il entre à la 69e. Entre la 69e et la 72e, il touche 5 ballons, il perd 4 ballons et il fait une faute. Et sur tout son match, quand il rentre, les seuls moments où il perd pas la balle, c'est quand il fait une passe en retrait ou qu'il fait une passe à 2 mètres. Et au bout d'un moment, ça fait 1 an que ce joueur, à part face à l'Atlético en mars dernier, ce joueur enchaîne contre-performance sur contre-performance sur contre-performance. Je comprends pas, avec les qualités qu'il a, qu'il ne puisse pas faire mieux. Et parce qu'il est plus en confiance, parce qu'il sait qu'on lui fait pas confiance, parce qu'il sait qu'il est pas à l'aise dans ce contexte-là. Évidemment, mais il s'en sort pas, c'est une mauvaise spirale. On sait. Ouais, mais c'est une mauvaise spirale qui dure depuis beaucoup trop longtemps. Quand on connaît les qualités de ce joueur. Je pense qu'il faut qu'il change de club. En plus de ça, le côté. Je suis pas forcément désaccord avec toi. Non, mais surtout que c'est un big game player. C'est un joueur qui initialement s'était construit une réputation sur les grandes soirées européennes. C'est un mec qui a trop de qualité pour qu'on le mette à la poubelle, mais là ça va pas. Clairement, tu as raison sur ce que tu dis. Il y a trop de choses anormales chez lui. Globalement, il y a un problème sur ce côté droit, parce que Rodrigo ne répond plus. Brahim Diaz, pareil, c'est un joueur techniquement qui est très à l'aise. De toute façon, cette équipe, elle n'est pas bien équilibrée. C'est pas encore une équipe. Le Real, c'est pas encore une équipe. Ouais, non, mais il y a des situations individuelles qui m'interrogent. Voilà, Eduardo Camavinga, il se retrouve titulaire ailier droit, parce que aussi tu as des joueurs qui répondent pas présents, et parce que lui, défensivement et dans ce qu'il apporte, il l'a remis là. Il l'a remis là. Il est peut-être, il l'a comme remis contre le Barça, quasiment ailier droit. Mais ça, c'est pas normal, c'est du bricolage, ça. Voilà, c'est du bricolage. Alors, face au Barça, par exemple, il avait complètement répondu présent, il était très très bon, et on connaît Camavinga, il est capable de, tu le mets latéral, il est performant, tu le mets au milieu, il est performant, mais encore une fois, tu le mets pas quand même dans les meilleures dispositions, et quand tu as 3 joueurs qui théoriquement sur le papier sont censés jouer ailier droit, alors Rodrigo sont de base, il est ailier gauche, mais ça fait un petit moment qu'il joue ailier droit. Donc tu as Rodrigo, tu as Brahim Diaz et tu as Mastontono qui est pas là ce soir, qui sont ailier droit, et tu te retrouves à mettre Eduardo Camavinga titulaire sur un Classico qui avait fait un match énorme, mais c'est quand même que tes joueurs à ce poste-là ne répondent pas présents, et il va falloir régler ce dossier. Et j'ai l'impression que avec ses compositions d'équipe, Xabi Alonso a bien compris que ce côté-là, ces joueurs n'étaient pas performants, et donc avec Eduardo Camavinga, il met un joueur en plus milieu de terrain qui joue en plus de ça sur le côté droit, pas vraiment à son poste, mais j'ai l'impression qu'il s'adapte davantage à des états de forme décevants, et aussi à des joueurs qui répondent moins présents dans les duels et défensivement, ce que fait très bien Eduardo Camavinga. Pour conclure sur ce match, oui, je voulais que tu dises un mot de Salah. Très rapidement. Vas-y. Ouais, Trent Alexander-Arnold est revenu à Liverpool. On ne savait pas trop quelle réception il allait recevoir de la part des supporters. On sait comment ça s'est terminé. Il a été sifflé comme j'ai rarement vu un ancien joueur revenir chez lui. En plus, chez lui, parce que lui, c'est vraiment chez lui. Et être sifflé de cette façon, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, je ne sais pas. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent à Liverpool. Mais bon, vu qu'il avait été sifflé par ses propres supporters quand il jouait encore chez eux, il n'y avait pas de raison qu'il ne le fasse pas. Ouais. Et puis le dernier truc, un petit peu marrant, parce que la semaine dernière, Wayne Rooney a mis un gros tacle dans son podcast à Virgil van Dijk en disant que depuis qu'il avait signé son nouveau contrat la saison dernière, il ne faisait plus les efforts.
Et ben Rooney était sur Amazon Prime ce soir où le match était à la télé anglaise, qui est venu en interview au bureau sur le terrain après le match. Virgil van Dijk, il a remis Wayne Rooney en place comme jamais. Ah vas-y, raconte. J'adore en lui disant, mais après, Daniel, je te jure, t'aurais kiffé. T'avais Van Dijk. Alors déjà, quand il est arrivé, Rooney faisait une tête un peu bizarre quand ils se sont serrés la main parce que Van Dijk a dit bonjour à tout le monde. Ensuite, il lui a dit, écoute, si tu regardais plus souvent les matchs et plus de matchs, tu verrais bien que je prends mes responsabilités, qu'on a traversé une passe difficile. C'est pas trop normal que des anciens joueurs qui ont été dans cette position-là à un moment, qui ont été dans le dur aussi, se permettent des commentaires pareils. Mais il l'a remis en place, mais tu sais, bien, classe, à la Van Dijk, quoi. Classe, solide, élégant, tout ça. Et le pauvre Wayne, qu'on aime beaucoup, dans l'émission. Mais est-ce qu'il avait raison? Est-ce que Rooney avait raison ou pas, selon toi? Non, mais c'était un petit peu dur. C'était dur de dire qu'il faisait plus les efforts parce qu'il avait signé sa prolongation de contrat. C'était pas le problème, il était. Oui, Van Dijk n'a pas été très bon. Franchement, il était nettement en dessous, Van Dijk. Ouais, moi, je me souviens de Van Dijk à Paris l'an dernier qui fait la danse du ventre à Nasser Al-Khelaifi dans les vestiaires. Van Dijk, ça faisait un moment, il jouait un peu en sénateur ces derniers temps, donc la critique, elle a le droit. Mais moi je soutiens Wayne Rooney. Moi, j'aime bien la scène parce que je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien que Van Dijk se défende et vienne. D'abord, il vient. Je trouve que c'est bien que les consultants s'engagent. Et j'aime bien qu'on ait ce genre de scène-là. Ça existe aussi en Italie, ce genre de scène-là. On en a vu plein, des entraîneurs qui s'écharpent en direct sur des plateaux. Justement, c'est ce qu'on veut, que les consultants ne soient pas tièdes et qu'ils disent les choses. Et si le joueur veut venir et répondre, c'est parfait en fait. Voilà, c'est que les gens se parlent. On n'a pas parlé des clubs italiens, Daniele. La Juve n'a pas été capable de battre le Sporting ce soir, partout. Il paraît que ça va mieux, Daniel. Oui. Ça va vraiment mieux la Juve. Il paraît que ça joue mieux, que ça va, en 2 matchs, Spalletti il a changé des choses. Non, oui, il a changé beaucoup de choses, mais voilà, je vois pas énormément d'amélioration. Il a fait un grand match Vlahovic. En fait, on parle surtout de ça. Vlahovic, on sait que cet été, il devait partir de la Juventus. Il est resté. Il n'a pas un contrat qui va se terminer cet été. Spalletti, il a dit que ça se trouve, il va les renouveler parce que il est bien, il le voit motivé. C'est vrai que Vlahovic, il est motivé. Il pense au jour le jour et c'est un joueur qui est dans un contexte de désespération comme la Juventus elle est dans ce moment, il s'exalte. Il aime bien se mettre l'équipe sur les épaules et faire le plus possible. Il a même trophée, il lui a tiré les oreilles Capello à la fin du match. Il a dit qu'il aurait dû passer une balle à son coéquipier. Après, les coéquipiers, que c'était McKennie, il s'est plaint et Vlahovic, il a envoyé dans les pays, là, vous connaissez les pays, non? Et après, Vlahovic, il s'est excusé. Mais bon, à part les grands matchs de Vlahovic, à part les changements de Spalletti qui a mis Coupe Mainers en défense, McKennie, il a fait 5-6 rôles, Khéphren Thuram qui a fait un mauvais match au début parce que le premier quart d'heure, la Juventus l'a offert au Sporting. Après, heureusement, elle a réagi, mais le Sporting, il a pu mettre 2 buts. Mais après, elle a réagi. Quand elle a réagi, Khéphren Thuram, il a monté d'un cran. Il a fait la passe d'Ef pour Vlahovic. Ildiz aussi, il a créé une grosse occasion pour Conceição. Conceição, il a dibré. Il est bien rentré en jeu aussi, Zegrova, que sûrement vous vous rappelez de lui. Ah oui, on le voyait pas depuis septembre, mais il est rentré. On voit quelque chose qu'en Italie on voit pas très souvent, c'est-à-dire quelqu'un qui fait les 1 contre 1 toujours. À chaque fois qu'il a la balle, il essaie de dribbler. Et ça c'est comme de l'air pour les équipes italiennes qui ont du mal à progresser quand il y a des équipes comme les Sporting qui pressent beaucoup. Après, la Juventus, elle n'a pas encore gagné un match en Champions League. Là, ça commence à devenir difficile. Il n'y a que 4 matchs encore à jouer. Il faut au moins en gagner 2 et faire un match nul pour avoir les points que l'année dernière, au moins, ont permis de passer aux playoffs. Et les matchs, ils ne sont pas incroyablement difficiles pour la Juventus parce qu'il y a les Bodo, Pafos, Benfica et Monaco à la fin. Mais voilà, une équipe qu'après les premiers 4 matchs, il n'a pas encore gagné en Champions League. C'est difficile de voir de positif. Après, Spalletti, il a dit, si on joue comme ça, on va sûrement gagner dans les futurs. Oui, mais ça, il faut le dire 1 fois, pas 2. Arsenal, mon cher Julien, qui continue son sans faute également. Pour l'instant, on a le Bayern et Arsenal qui ont 4 matchs, 4 victoires, en attendant demain, bien sûr. Bon, là, c'était au Slavia, c'est peut-être pas l'équipe la plus dure d'Europe, évidemment. Non, c'était plutôt facile. D'ailleurs, il joue le Bayern à domicile, Arsenal, lors de la prochaine journée. Ça va être l'affiche de fin novembre. Ça va être la belle affiche.
comme tu l'as dit. Début de Mikel Merino, ils ont 3 attaquants, 3 numéros 9 blessés, Gyökeres, Havertz et Gabriel Jesus. Ils te mettent Merino là, le gars a mis un doublé en Ligue des Champions. Bravo, mais la plus belle histoire de la soirée pour Arsenal, c'est bien sûr les débuts en Ligue des Champions de leur petit génie, Max Darman, 15 ans et 308 jours, qui bat donc le record de Moukoko en devenant le plus jeune joueur de l'histoire du football à jouer en Ligue des Champions. Donc voilà, bravo à lui, c'est un talent extraordinaire. On en a déjà parlé dans l'émission du lundi soir. En plus, je le connais bien, il a joué avec mon fils au centre de formation d'Arsenal, donc on l'a vu un peu grandir. 15 ans et 300 jours, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Gabriel disait l'autre jour qu'il n'a jamais vu un joueur aussi fort à cet âge-là dans toute sa carrière, dans toute sa vie. Donc bravo au jeune Max Darman qui demain retournera à l'école, hein. Bien sûr, demain matin, il y a école demain matin, mais ce soir a marqué l'histoire. Ah, le pauvre, il rentre à quelle heure là? Non, mais ils ont joué tôt, donc il sera à la maison vers minuit et demi, 1h du matin. C'est dur quand même. Pas trop tard. Bon. Ouais, mais bon. Naples, Francfort. Polo, qu'est-ce que tu retiens de ce Naples-Francfort 0-0? Bon point pour Francfort. C'est extraordinaire de voir une équipe contemporaine allemande et son football théoriquement porté vers l'offensive, chercher un match nul à Naples. C'était assez ridicule d'ailleurs parce qu'on voit qu'ils n'ont pas l'habitude. Le positionnement des joueurs sur le terrain était assez grotesque. On a eu un match du côté de Francfort qui venait chercher le point. Il n'y a rien eu offensivement, excepté Knof qui aurait pu peut-être ouvrir le score. Mais je suis plus embêté par la prestation de Naples en fait, qui est assez moyenne en fait. Donc c'est évidemment, et c'est ce qu'on retient en Allemagne, un point très très important compte tenu des équipes qui restent à affronter à Francfort. Pour Francfort en tout cas, ils ont récupéré entre guillemets le point perdu contre Liverpool. Tu dis quoi, Daniele de Naples? Tu confirmes ce que dit Polo? Oui, tout à fait. Même si Conte, dans la conférence de presse après le match, il s'est plaint, mais d'une façon ironique, il a dit ils ont bien appris le football italien. C'est bizarre de voir une équipe allemande jouer comme ça. Mais après, c'est vrai que c'était intelligent parce que Naples, si on regarde, sans Lukaku, elle n'a pas beaucoup de possibilités de marquer des buts. Elle n'a pas beaucoup de manières, on va dire, de marquer des buts. Contre l'Inter, il y a quelques semaines, elle a gagné un super match, mais il y a eu 2 buts assez incroyables, assez difficiles à répéter, d'Anguissa et McTominay. Ce soir, McTominay, il a eu la balle du match à la 82e minute, je crois. Mais il a mis au 5e étage du stade, quoi. Ça n'arrive pas toujours. Oui, ça peut arriver. C'est pas la finesse incarnée dans les dernières 20 mètres, ni McTominay, ni Anguissa, Højlund aussi, que Conte il a retrouvé. Il a trouvé un peu d'élan, un peu quelque chose de brillant avec Elmas qui a joué dès la première minute. Et au moins, lui, il dribble, il fait quelque chose. Noah Lang aussi, quand il est rentré, il dribble. Mais on voit la difficulté d'une équipe italienne comme Naples, mais je pense que c'est une difficulté partagée par presque toutes les équipes italiennes, sauf l'Inter, à créer des occasions propres. Merci les gars, on se retrouve demain bien Daniel, sûr. Juste pour, Gilbert, pour finir, parce qu'on a vu le but de la saison, Van de Ven avec Tottenham, si vous ne l'avez pas vu. Non, un but incroyable, 90 mètres, il récupère le ballon à l'entrée de sa surface, il court tout le terrain, il dribble 5 joueurs, il finit comme un numéro 9. But extraordinaire de Mickey Van de Ven, le prix Puskás sans aucun doute en fin de saison, c'est incroyable.